Alors bonjour Jean-François, est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire ce que tu fais et de quoi tu vas nous parler exactement? Alors bonjour, je m'appelle Jean-François Ruiz, je suis cofondateur d'une agence de web marketing spécialisée dans les médias sociaux qui s'appelle PowerOn. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement de leur visibilité sur Internet et de leur chiffre d'affaires évidemment. D'accord. Et donc vous avez combien de clients? Vous avez dit médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et en quoi en fait un e-commerçant peut être aidé avec les médias sociaux ou par une communication sur le web? Alors il y a plusieurs questions dans ta question. La première question, avec qui on travaille avec principalement deux types de cibles, les grands groupes qui se posent beaucoup de questions sur comment on va sur les réseaux sociaux. Donc on travaille avec Salesforce, Orange, Viadeo, PayPal, pour les plus connus, Page Jaune, Sage aussi, on a fait de la formation chez Sage. Donc les conseils que l'on pourrait donner à un e-commerçant qui débute, ce serait déjà de bien penser que finalement ce que vous allez faire dans le e-commerce, c'est ouvrir une boutique. Et une boutique, ça présente des produits, ok, pas de problème. Mais si vous ouvrez une boutique qui se situe en banlieue, au fin fond d'un espace qui n'est pas visité, vous n'allez pas faire de vente. Donc ayez bien conscience qu'il ne suffit pas de faire le site, il faut aussi penser à toute la stratégie de visibilité. Pour faire connaître, pour attirer des gens, pour les fidéliser. Et donc c'est vraiment... ça suffit plus d'ouvrir la boutique. Aujourd'hui, il faut vraiment ouvrir la boutique en centre-ville, avoir des points de présence sur les espaces de visibilité. Effectivement, les réseaux sociaux sont aussi des nouveaux espaces dans lesquels il faut penser pour sa stratégie de visibilité Internet. Donc vraiment, le conseil, c'est mesurer votre trafic, mesurer votre taux de transformation. Donc mettez en place toute cette mécanique d'analytics et ensuite vraiment partir sur de la mesure de retour sur investissement par source et ce genre de choses. Alors si un e-commerçant va se lancer demain sur Internet, qu'est-ce que tu lui recommanderais en conseil numéro 1? Sur quoi il doit se prioriser, sur quoi il doit se focaliser? Alors je mets à côté le référencement naturel de la boutique, comme c'est inclus généralement dans la plupart des boutiques, d'avoir au moins le référencement avec les liens, les images, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ok, moi aujourd'hui je me lance sur l'e-commerce, je commence par quoi? Ma priorité numéro 1. Alors, je pense que la priorité numéro 1, tu as dit au-delà du référencement naturel, je pense que c'est quand même la priorité numéro 1 parce que si vous avez un produit qui répond à une demande particulière, il ne faut pas se leurrer, les gens ils vont aller sur Google pour chercher cette solution. Et donc, il y a des potentiels prospects qui ont dit à Google « je suis intéressé par ce type de produit », il faut que ces gens-là ils vous trouvent sur leur chemin. Donc, pour démarrer, ça peut être intéressant effectivement d'acheter des mots-clés par exemple. Google AdWords, Microsoft. Effectivement Google AdWords, parce que ça va vous donner des informations sur le volume de demandes sur tel type de mots-clés et surtout la transformation sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire que vous avez un mot-clé particulier, vous allez voir qu'il y a X personnes par mois qui le tapent, qui cliquent sur vos liens et sur ces X personnes-là, il y en a un pourcentage qui va transformer, qui va devenir cliente chez vous. Donc ça c'est vraiment la première chose à faire et ça va vous aider ensuite à piloter toute votre stratégie de référencement naturel par exemple. Donc ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est répondre à la demande qui existe déjà ou se mettre sur le chemin plutôt de la demande qui existe déjà. Ok, alors pour les mots-clés justement, est-ce qu'on va plutôt s'adresser à des mots-clés génériques? Par exemple, si je vends des baskets, est-ce que je vais plutôt choisir chaussures Nike ou je vais plutôt choisir chaussures Nike, Nike Air ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu conseillerais? Le volume ou la qualité, le ciblage ou la géolocalisation? C'est l'éternelle question, je dirais, des web marketeurs qui achètent du mot-clé sur AdWords. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est précis dans la requête, plus on a de chances de transformer parce qu'on est proche de l'acte d'achat. C'est-à-dire que la personne sait exactement ce qu'elle veut, elle a une référence particulière, donc elle a 2, 3, 4, 5 mots-clés s'il faut. Et quand elle va vous trouver sur ces mots-clés-là, elle va acheter parce que c'est ce qu'elle veut. Si vous êtes bon, c'est un bon prix, un bon service, etc., c'est là où elle va acheter. La question est maintenant, comment on fait pour remonter sur des niches de trafic qui sont plus importantes, qui ont plus de volume. C'est-à-dire typiquement quand tu prenais l'exemple basket Nike, est-ce que c'est les Nike Air, je sais pas quoi, telle taille série, 36. taille 36, ou est-ce que c'est juste basket Nike?
Forcément, il y aura du volume, mais pas forcément qualifié. Voilà, alors on n'aura peut-être pas la marque, on n'aura pas la pointure, on n'aura pas le prix. Exactement, c'est-à-dire que quand on remonte la chaîne de mots-clés, quand on va vers des mots-clés qui sont plus larges, en fait, il faut vraiment faire attention à faire du filtrage. C'est-à-dire qu'il faut, dans AdWords, il y a des mots-clés négatifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, moi je veux tout ce qui est basket, mais je veux pas basket Nike. Ouais. Et donc ça c'est très important parce qu'il y a énormément d'annonceurs qui perdent énormément d'argent parce qu'ils achètent des mots-clés trop génériques et ils oublient de spécifier, d'écarter le trafic qui de toute façon ne va pas trouver ce qu'il cherche chez vous. D'accord. Donc ça c'est la première stratégie, référencement naturel, achat de mots-clés. Donc après il y a d'autres stratégies de génération de trafic, on peut parler de l'affiliation, les comparateurs de prix, etc. Mais on va peut-être parler maintenant de ton cœur de business, les médias sociaux. Alors comment on se lance? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Est-ce qu'on est accompagné? Par quoi il faut commencer? On parle souvent écouter, ensuite participer. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait une entreprise, un conseil vraiment essentiel, basique, quand on est en entreprise en B2B par exemple? Qu'est-ce qu'on peut conseiller quand on démarre finalement sur ces réseaux? Je pense qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'il ne faut plus se poser la question non, mais est-ce que j'y vais ou quoi? Il faut apprendre. On n'arrive pas en haut de la marche de l'escalier sans avoir franchi chacune des marches. Donc l'idée c'est de commencer à y aller par vos propres moyens, essayer de voir à quels endroits vous allez bloquer. Essayez peut-être effectivement de vous faire accompagner par rapport à ça, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à faire décoller votre nombre de fans, ou vous avez beaucoup de fans mais vous ne savez pas comment transformer en fait. Comment transformer, quoi leur dire, quel type de contenu, ce genre de choses. La première chose c'est vraiment de se lancer. Ensuite c'est d'essayer d'écouter un maximum ce qui se dit, ce que vos fans, ce que vos relations vont vouloir. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'elles attendent de vous, ces relations, et simplement leur donner en quelque sorte. Donc ça c'est important. Écouter, savoir ce qu'on va communiquer avec eux, échanger, avoir une conversation, pas un échange unilatéral. Alors tiens, ça me fait penser un peu à Facebook qui a actuellement déchaîne un petit peu les passions. Il y a d'autres réseaux, on en parlera juste après. Alors qu'est-ce que tu conseillerais comme publication spécifique sur Facebook? Alors, on m'a parlé déjà de mettre plutôt des vidéos, de mettre des images, rajouter des commentaires, faire des questions. Qu'est-ce que toi tu utilises en fait pour animer une page? Alors c'est une très bonne question, je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle. Tout dépend de votre audience. Si votre audience elle aime les blagues, il faut lui raconter des blagues. Si votre audience elle aime les photos, si vous êtes des photographes, il faut que dans chaque post vous ayez des photos. Si votre audience elle aime les jeux concours, vous êtes une entreprise qui fait du jeu en ligne par exemple, il faut faire des jeux parce que c'est votre audience. Et donc il n'y a pas de vérité vraie. Après il y a effectivement des formats qui marchent mieux que d'autres. Ce qu'il faut savoir c'est que on a tous différentes manières d'apprécier l'information et dans la visibilité du flux Facebook finalement, il faut arriver bien souvent à mettre une image, un titre accrocheur, une description particulière parce que c'est ça qui va faire que les gens vont être intéressés, vont voir déjà l'information que vous leur envoyez et vont cliquer dessus. Ok. Alors moi je te donnerai un cas que je cite toujours et que je trouve assez intéressant, c'est le cas BNP qui a créé donc une page qui a je sais pas 100 000 ou 200 000 fans, enfin énormément de fans, et systématiquement je pense qu'ils ciblent les jeunes, ils font des concours pour offrir des places de ciné. Donc ils arrivent à avoir des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fans, mais qui sont intéressés par les jeux concours pour recevoir des places de ciné. Est-ce que c'est une bonne stratégie parce qu'on a un volume et en cas de problème ou en cas de communication on a vraiment ce potentiel de fans, ou est-ce que c'est quelque chose qui est une dépense qui n'est pas forcément pertinente parce qu'on va toucher plutôt des gens qui sont intéressés par le ciné que des gens qui sont intéressés par la banque ou des bons plans, etc. C'est l'éternelle question de l'acquisition de fans. Est-ce qu'on acquiert des fans pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on propose? Et donc dans ce cas-là, ça va être compliqué ensuite d'engager un dialogue, une conversion qui va être évidente. Donc la banque, le cinéma, je sais pas si c'est pertinent. Alors, à mon avis, c'est les jeunes qui essayent de cibler, mais j'ai du mal vraiment à me dire comment rentabiliser cet argent parce que ça leur coûte énormément d'argent au coût d'acquisition de fans, quoi. Il faut le mesurer. Je suis pas dans les secrets de BNP Paribas par rapport à ça, mais je pense que il faut toujours être cohérent. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie d'acquisition, vous allez offrir quelque chose à l'audience, il faut que ce soit en rapport avec ce que vous faites. Si vous êtes éditeur, il faut offrir un livre. Si vous êtes dans le jeu vidéo, il faut offrir des items peut-être. Il faut que
ce pourquoi les gens vont concourir, ce pourquoi ils vont être ramenés sur cette page, soit en relation avec ce que vous faites, parce que à partir de là, les gens veulent votre produit, ils ont dit je veux votre produit. Ouais, ça permet de filtrer. Au lieu d'offrir des places de ciné, il vaut mieux offrir quelque chose qui soit métier, qui soit pertinent pour la cible et qui permet vraiment de recruter des gens spécialisés. Ce sera plus simple, on aura je pense des meilleurs taux de conversion parce qu'on est en alignement avec l'offre de la marque. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu as fait sur Facebook, Twitter, etc. Par exemple pour le lancement de ton livre là que tu as lancé il n'y a pas très longtemps, hein, Oui. Réussir avec les réseaux sociaux, c'est combien, 14 €, 15 €? 14 €. 14 € chez l'Express. Alors dis-nous comment tu as utilisé les médias sociaux, les réseaux sociaux pour faire connaître en fait ce produit-là? Alors en fait, avant de le faire connaître, je l'ai construit avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est un livre qui est collaboratif, qui a été écrit avec une quinzaine de personnes, qui sont tous des spécialistes passionnés des médias sociaux, des réseaux sociaux, qui les utilisent dans différents contextes. Donc on a des contributeurs qui vont de l'étudiant jusqu'au consultant en médias sociaux, jusqu'au recruteur, ex-directrice marketing, chercheur d'emploi. Donc il y a vraiment toute une typologie de personnes qui ont tous ce point commun, c'est cette passion des réseaux sociaux, cette expertise sur le sujet. Et l'idée a été d'utiliser donc ces réseaux pour les trouver, ces experts-là. Donc j'ai utilisé les réseaux pour trouver ces experts avec qui on a contribué. Et aujourd'hui, le livre est sorti et l'aventure continue en quelque sorte. Et on utilise effectivement chacun nos réseaux, les réseaux qu'on a construits et développés en appliquant les concepts qu'il y a dans ce bouquin-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi un petit peu notre pari parce qu'on a des très belles performances sur... C'est le numéro 1 sur Amazon en tout ce qui concerne réseaux sociaux, je crois. Internet, informatique et Internet. Donc, donc c'est encore plus haut. C'est encore plus haut. Donc je sais que tu as eu plusieurs phases d'ailleurs dans ton lancement. Il y a eu une phase de teasing où vous avez commencé à parler, même je crois que c'est un mois avant la sortie du bouquin ou même auparavant. C'est important sur les réseaux sociaux d'avoir cette phase pas uniquement promo, mais vraiment de faire vivre un produit. Je crois qu'un réseau, ça se construit dans le temps. C'est-à-dire que ce bouquin-là, il a été écrit, on a travaillé pendant 33 semaines à peu près pour le faire. Mais avant ça, il y a eu peut-être 1 an, 2 ans, peut-être même 5 ans, je dirais, parce que j'ai démarré... De maturation, de réflexion. De maturation, de réflexion, mais aussi de construction de réseau. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, j'ai aidé beaucoup de gens à avancer dans leurs projets, ce genre de choses. Et le jour où, effectivement, j'ai besoin d'eux pour faire, par exemple, la promotion du livre, ils sont là et ils donnent tout ce qu'ils ont pour que ce soit effectivement une réussite. Ouais. Donc un réseau, c'est pas du one shot. Un réseau, c'est quelque chose qui se construit tout au long de sa vie. Il démarre avec les premiers mots que vous allez faire. Vous allez créer votre premier réseau familial et ça va jusqu'à la fin de votre vie. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça dans le long terme. C'est-à-dire les actions que vous avez aujourd'hui vont avoir un impact sur votre réseau, sur votre vie de demain. D'accord. Et donc les réseaux, toi tu utilises beaucoup Twitter, Facebook, Viadeo, LinkedIn. Qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise d'utiliser en B2B par exemple? Alors en B2B, bon, ça dépend bien sûr de l'activité. Évidemment, ça dépend encore de l'activité. C'est toujours difficile de donner des règles générales, mais d'un commun usage, les gens se dirigent pour du B2B sur LinkedIn, Viadeo, qui sont des réseaux sociaux professionnels, donc on y va pour des questions professionnelles. Moi j'ai une approche où j'intègre aussi Facebook et Twitter. Facebook pour faire du B2B, donc ça surprend beaucoup de personnes en fait, parce que aujourd'hui, les gens ne savent pas comment on fait du B2B sur Facebook. Pourtant, un particulier, c'est rien qu'une personne d'une entreprise qui rentrait chez lui. Donc, quelque part, bon, il est peut-être pas poursuivi par son boulot, mais il est toujours un peu... C'est exactement ça. C'est-à-dire que... Il n'a pas changé. Si on regarde sur la population française, je crois que c'est 22 millions d'inscrits. Donc tout le monde est dessus, donc à partir du moment où vous avez le nom de la personne qui vous intéresse de contacter, il suffit de taper son nom dans Google pour trouver son profil Facebook et il y a de très très fortes chances que vous puissiez le contacter directement et gratuitement en passant par Facebook. Donc ça c'est juste phénoménal. C'est l'accès direct à tout un tas de personnes. Donc ça c'est une manière de faire effectivement du B2B via Facebook. Il y a d'autres choses effectivement qu'on peut mettre en place, d'autres dispositifs en investissant, en créant des pages, en investissant dans de la publicité, en faisant du
ciblage par mot-clé, par passion, par département, par école. Et donc c'est toute une nouvelle dimension de l'engagement avec des internautes que l'on va pouvoir exploiter via Facebook. Et sans parler effectivement de Twitter qui est une source de trafic intéressante parce qu'on va y retrouver des gens très branchés, des journalistes, des travailleurs de l'information. Justement, est-ce que Twitter c'est pas un peu trop techno pour je sais pas, une PME classique qui, je sais pas, je vends des compresseurs ou qui vend des filtres industriels. Est-ce que pour eux ça serait valable d'être sur Twitter? Je pense que c'est valable dans une mesure où il y a une cible qui est technophile ou des journalistes pour voilà, des RP. Plutôt des travailleurs, moi j'appelle ça des travailleurs de l'information, des gens qui aiment veiller, qui aiment surveiller sur des sujets donnés, qui produisent du contenu et qui contribuent finalement à la visibilité de l'entreprise. Après, il y a même, moi j'ai des clients, des agences qui travaillent avec des chambres d'hôtes, avec des avocats. Des chambres d'hôtes sur Twitter, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Eh ben, tout simplement, ils vont mettre du contenu en rapport avec le tourisme local et ils vont engager la conversation avec des gens qui sont potentiellement intéressés par la destination et leur proposer des services, des choses à découvrir, ce genre de choses. Et donc, toi, tu conseilles de lier Twitter à Facebook ou de les gérer de manière individuelle? Je dirais encore une fois, ça dépend. Ça dépend du contexte. Moi personnellement, je branche tout ensemble. J'ai Twitter en entrée et je le diffuse ensuite sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo, etc. Mais dans certains cas, ça n'a pas de sens. L'idée n'est pas pour tout le monde d'être sur tous les réseaux. Il faut vraiment que vous construisez votre propre système de diffusion d'informations. D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à justement quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce ou dans les médias sociaux? Tu m'as dit walk before running, c'est-à-dire apprendre à marcher avant de courir, c'est y aller tranquillement, tester, essayer. Est-ce que tu aurais un autre conseil majeur à donner à quelqu'un? Est-ce que c'est ouvrir un blog? Est-ce que c'est plutôt les médias sociaux? Qu'est-ce qui est plutôt prioritaire? Le conseil que je donnerais, c'est de s'ouvrir à la notion de relation client, de fidélisation dans le long terme. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la métrique. J'ai un visiteur qui est converti entre 0,5 et 10% sur mon site. Si c'est si faible, c'est que peut-être il était encore dans une phase amont de la réflexion sur son produit. Et donc il faut que je réfléchisse à comment je vais faire pour maintenir une relation avec lui. Peut-être par de l'affichage, du retargeting sur AdWords par exemple, pour lui reproposer un produit ou des produits similaires sur d'autres espaces. Ça va être peut-être de mettre en place un système de follow-up marketing qui va me permettre d'échanger avec lui sur les autorépondeurs avec des messages réguliers. Exactement, qui apparaissent. Des choses comme ça, c'est-à-dire de l'email marketing dans un schéma structuré. Ça peut être effectivement de corréler ça avec une présence sur des médias qui le consultent. Donc c'est essayer d'aller au-delà du simple visiteur qui vient sur votre site, mais essayer de comprendre comment vous pourrez à la fois les retrouver sur d'autres espaces, penser la relation avec le client dans une dimension plus à 360 un vrai plus CRM, dans la durée. Un vrai CRM avec une gestion de la relation dans le temps. Exactement. Ok, si on veut en savoir plus et être accompagné sur les médias sociaux, comment est-ce qu'on fait? On va sur quel site et on appelle qui? Alors il y a deux sites, il y a réseauxsociaux.net, facile, réseau-sociaux.net. D'accord. C'est le livre qui va avec le bouquin. Ah oui, parce qu'en fait le livre se prolonge sur Internet. Exactement, il y a un blog collaboratif, ça se prolonge sur Internet. Donc ça c'est pour le livre, vous me trouverez aussi là-dessus, mais sinon vous avez l'agence, donc poweron.fr, POWERON.fr, sur lequel vous trouverez les différents services que l'on propose pour accompagner les entreprises sur Internet. Je te remercie Jean-François, et donc un grand succès à ton livre, et j'espère qu'il va faire les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 exemplaires, que ça sera le prochain best-seller qu'on va trouver dans toutes les bonnes librairies. On fera tout pour. Merci.